Bonjour Bernard Delvaux. Bonjour. Vous êtes donc CEO de la société Sonaca en Belgique, donc société spécialisée dans tout ce qui est notamment les bords d'attaque pour Airbus et Embraer. Vous êtes connu pour ce produit, donc lié à l'industrie de l'aéronautique. Alors cette vidéo porte sur la gestion du changement et sa nécessité pour mettre en œuvre une stratégie. Alors je voulais avoir d'abord votre premier avis sur, pour vous, qu'est-ce que c'est que cet accompagnement, cette gestion du changement pour un patron d'une société comme la Sonaca? Vous savez, j'ai rejoint la Sonaca en septembre 2008. C'est une date fatidique puisque c'est l'écroulement de Lehman Brothers. C'est aussi les crises financières en Belgique qui ont été malheureusement suivies début 2009 par une crise industrielle terrible dans quasiment tous les secteurs industriels et aussi dans l'aviation. Donc à l'époque, après avoir été touché par les contrats de change en devises qui nous posaient d'énormes problèmes en 2008, on a perdu 35% de chiffre d'affaires en 2009. Et donc, on était confronté à un changement inéluctable. Et on avait quelque part les conditions de succès, c'est ce que moi j'appelle la burning platform. Vous savez, cette impression que vous avez quand vous êtes sur une plateforme de forage et que cette plateforme de forage est prête à exploser parce qu'il y a un incendie qui se déclare. Vous n'avez pas le choix, vous devez plonger à l'eau. Il n'y a pas d'autre solution. Et cette burning platform, on l'avait. Ce n'était pas très agréable, mais on l'avait. Et donc, sur cette base-là, on a pu construire un changement qui nous a permis, 5 ou 6 ans plus tard, à être dans une situation financière un peu plus favorable, avec de la croissance du côté des revenus et avec des réductions de coûts. Mais si je regarde un peu ce qui a vraiment été essentiel dans tout ce cheminement-là, c'est la mise en place d'indicateurs, c'est la mise en place de chiffres. Et grâce à ces chiffres qu'on est parvenu à cascader, au départ des chiffres budgétaires, mais pas seulement, ça peut être aussi des chiffres de respect des délais ou de qualité, vu du client ou en interne. Mais donc ce chiffrage-là nous a conduit à vraiment avoir une orientation résultat. Alors qu'avant, on était plutôt dans un mode de best effort. Je fais mon possible. Et si j'atteins pas le résultat, tant pis, j'ai fait mon possible. Et ici, on s'est vraiment focalisé en cascadant tous ces chiffres dans l'organisation, on s'est vraiment focalisé sur le résultat. En disant, vous savez, vous n'avez pas atteint votre résultat, c'est pas grave, oublions le passé, mais qu'est-ce que vous faites demain pour que d'ici la fin de l'année, vous corrigiez le tir, vous atteigniez vos revenus, vous réduisiez vos coûts. Et c'est un esprit qui s'est progressivement mis en place et qui permet de driver énormément de projets ou énormément de comportements au quotidien dans les usines. Donc pour vous, c'est vrai que cette mise en place d'indicateurs, ça permet justement d'avoir cette différence mesurable entre avant et après le changement et de faire ce suivi régulier du processus. Prends l'exemple du budget. Oui. Je pense qu'une des choses qu'on a mises en place, c'est que le budget d'une année, qui est d'ailleurs très détaillé, n'est pas construit dans le bureau du CFO une fois pour toutes. Il fait l'objet de toute une préparation pendant 2 ou 3 mois. Il fait l'objet de discussions et de workshops, vraiment de détails de plans d'action liés pour arriver au résultat. Il fait l'objet d'engagement des différents départements, des responsables, et il est cascadé dans l'organisation avant le 1er janvier, et puis il est suivi à intervalles très réguliers. Donc tous les mois, on a un suivi budgétaire par département, par projet, par produit, extrêmement précis, et donc en permanence, on constate des dérives, c'est pas grave, mais on doit réagir. Et tout le monde sait, et les gens qui viennent chez moi avec un problème, avec une dérive, ils ne viennent pas en disant « j'explique le passé », ils viennent en disant « voilà ce que je vais faire pour essayer de compenser ». Et avec ça, on a une sorte d'automatisme dans le progrès qui est très agréable pour le patron, qui regarde les choses se passer finalement, et qui oriente bien entendu, qui coach, qui accompagne, qui ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais qui les guide le cas échéant. Mais on voit aussi que très rapidement dans le processus, vous avez impliqué des personnes dans les différents niveaux et dans les différents départements. Ah, bien sûr, c'est tout à fait un travail d'équipe. Nous, on essaye presque de descendre avec des objectifs chiffrés jusqu'au plus bas niveau dans l'organisation. Donc, si vous allez dans les usines ici, chaque ouvrier a un objectif à la journée et on peut mesurer à la fin de la journée s'il a atteint son objectif ou pas. C'est parfois un peu compliqué, ça dépend du produit qu'il a fabriqué, ça dépend de tas de paramètres qui sont liés à son métier à lui, et il y a 50 métiers ou 100 métiers différents dans l'usine. Donc ça a été difficile à mettre en place, mais une fois que c'est en place, l'organisation progresse toute seule. Parce qu'il n'y a plus d'échappatoire. On sait mesurer en permanence qui fonctionne bien et qui ne fonctionne pas bien. C'est ça. Alors, dans ce type de projet de changement que vous avez bien explicité, on se rend compte qu'il y a toujours une question sur le rythme. À quel rythme doit-on mettre en place des changements? On peut aller de manière très rapide et en profondeur ou au contraire pas à pas. Quelle est finalement votre philosophie? Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon d'aborder le changement à mettre en avant plus qu'une autre? Je n'ai pas l'impression de mes expériences précédentes, Belliacom, Bipost, Sonaca, qui sont finalement 3 expériences de transformation successives. Je ne crois pas qu'il y ait une règle générale.
Je pense que intrinsèquement l'organisation est prête à accepter un certain rythme et pas plus. Et si on veut dépasser ce rythme-là, à un moment donné, on va dans le mur. Et quand on va dans le mur, il n'y a plus rien qui bouge. Tout s'arrête. Et donc, la clé, pour moi, c'est vraiment de trouver le rythme le plus élevé possible, mais qui ne conduise pas au crash. C'est ça. Et alors, là, je pense que je n'ai pas de problème, personnellement, à avoir un plan de transformation de 3 ans dans une entreprise. Je crois que 2 ans, 3 ans pour transformer une entreprise, a fortiori si elle a une taille raisonnable, c'est pas absurde. Ça n'empêche pas d'avoir des objectifs au mois. Hein, donc, avoir 3 ans de plan, c'est très bien, mais il faut que chaque mois, on voit le progrès. Et il faut surtout qu'à aucun moment, ça ne s'arrête. Que le phénomène de progrès se mette à l'arrêt, parce qu'après, c'est très dur de le redémarrer. Il faut que la boule continue à rouler. Même si elle roule lentement, elle doit toujours rouler. Donc, long, oui, pourquoi pas, mais vraiment, comment dire, séparé en étapes très mesurables. Pourquoi pas mois par mois ou 2 mois par 2 mois. Ce qui est assez en phase avec les discussions autour des quick wins, hein, les premiers résultats gagnants qui permettent de garder ça. Les gens perdent espoir, les gens perdent confiance. Ils ont envie de voir que ça marche, ceux qui sont en train de faire les efforts qu'ils font, ils ont envie de voir que ça marche aussi. Et le patron, lui, il a envie que ses résultats s'améliorent. Donc tout le monde a, je pense, intérêt à ce qu'à court terme, on voit des résultats. C'est ce qui me fait très peur avec certains projets informatiques où on dit, vous savez, 18 mois d'implémentation, vous verrez le résultat dans 18 mois. Moi, je suis tenté de dire non merci. Moi, je voudrais voir le résultat dans 2 mois, dans 3 mois, même si c'est partiel, et puis ce qu'on aura ajouté 3 mois après, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas attendre 18 mois pour constater que ça ne marche pas, c'est pas possible. Oui, ça. C'est vrai que c'est assez difficile. Alors, justement, dans cette logique, on parle de plus en plus aujourd'hui des entreprises qui doivent être agiles. Hein. Donc, cette agilité, qui est cette capacité justement à se remettre en question de manière beaucoup plus fréquente dans un environnement incertain et volatile. Comment vous voyez ce concept et comment vous voyez l'application possible pour votre entreprise ? Je crois qu'on doit tous reconnaître que ce soit d'ailleurs dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique, on vit quand même une période d'extraordinaire incertitude. Ce qui veut dire que probablement beaucoup de choses vont changer dans le futur, mais on ne sait pas très bien dans quelle direction. Et donc, effectivement, pour une entreprise ou pour n'importe quelle organisation humaine, devant cette incertitude, la seule façon de pouvoir réagir, c'est d'être agile. Donc, intellectuellement, on se dit, oui, bien sûr, on doit être agile, on doit être flexible. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose dans un processus de transformation parce que les gens dans l'entreprise ont envie de connaître la perspective, ils ont envie de connaître l'endroit où on les mène. Hein. Et donc, cette incertitude crée plus d'anxiété et conduit plutôt au blocage qu'au mouvement et à la transformation. Mais c'est comme ça, la société est faite comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on essaie de faire en tout cas? On communique énormément. Et donc, moi, ça m'arrive ça arrive systématiquement, je vois tout le personnel par groupe de 50-70, 2 fois par an. Donc je les vois au mois de janvier, je les revois fin juin ou début septembre, ça dépend un petit peu. Et on fait vraiment le point par petits groupes, avec tous les ouvriers, mais par petits groupes, avec tous les employés par petits groupes. Et on discute vraiment des résultats, on discute de la perspective, qu'est-ce qu'on voit pour les 6 mois, 2 ans qui viennent. On explique ce qu'on pense qu'on va devoir faire. On va devoir ouvrir une usine en Roumanie, par exemple, ou on va devoir augmenter l'effectif à gauche ou diminuer à droite. On est très transparent là-dessus, on répond aux questions. Et on prépare le personnel à tous ces changements qui vont arriver. Et à la limite, quand on annonce qu'on va ouvrir une usine en Roumanie, on me dit, bien sûr, vous nous l'aviez dit. On en avait discuté, c'était prévu. Hein. C'était pas, en tout cas, c'était pas impossible. Hein. Donc on évite cette espèce de surprise désagréable en communiquant très tôt dans le processus sur les possibilités et les options. Et ça vous permet d'avoir une meilleure agilité parce que quelque part, les personnes ont été impliqués dans le processus et s'attendent à ce que des modifications apparaissent. Voilà. En tout cas, je pense que je pense que quand on explique aux gens l'environnement dans lequel on vit et les contraintes qu'on subit, les gens comprennent. Ils n'aiment pas toujours l'idée, ils ne sont pas toujours d'accord, mais au moins ils comprennent et ça facilite énormément à un moment donné la prise de décision et le passage à l'étape suivante. Eh bien, merci en tout cas pour cet échange autour du changement et je vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir à la Sonaca. Merci à vous.